Et bonjour à tous, c'est la Chambre des physiciens, l'épisode 7. Vous êtes avec Leigh et Captain Compton, et aujourd'hui on accueille monsieur Vincent Morenas, qui va pouvoir se présenter. Merci, je m'appelle Vincent Morenas, je suis enseignant-chercheur alors maintenant il s'appelle Laboratoire de physique Clermont-Auvergne. Et ma thématique c'est la physique des particules, plus sur la théorie en fait. Du coup, quand vous nous parlez de théorie, évidemment, la première question que j'ai envie de me poser, qu'est-ce que vous faites en tant que théoricien ? Ça ressemble à quoi, une journée type peut-être ? Déjà peut-être discuter ce qu'est une théorie en physique peut-être, parce que c'est un mot spécifique à la science et qui n'a rien à voir avec l'acception dans le langage courant. Dans le langage courant, quand on dit on a une théorie, ça veut dire qu'on a une hypothèse, et donc ce n'est qu'une théorie, c'est une hypothèse parmi tant d'autres. Tandis qu'en sciences, les sciences dures on va dire, pour les sciences humaines, je ne sais pas si c'est la même, je ne sais même pas s'il y a des théories qui existent d'ailleurs, certainement. Mais en tout cas en sciences dures, l'idée c'est de partir d'une observation expérimentale et puis de modéliser cette observation, c'est-à-dire par des hypothèses, des formules mathématiques, essayer de reproduire les résultats de l'observation. Et donc comme ça on fabrique un modèle qui rend compte de l'observation. Ce modèle doit être aussi prédictif. C'est-à-dire que si j'aime bien parler de cet exemple-là, si on veut envoyer une fusée sur la Lune, il faut bien qu'à l'instant où on veut que la fusée atterrisse sur la Lune, on soit sûr que la Lune se trouve à cet endroit-là. Donc comme on n'a pas fait l'expérience, il faut quand même qu'on ait confiance à un modèle qui nous prédise la position de la Lune à tel instant. Et lorsque le modèle a été fait, le rôle de toute l'autre communauté scientifique, c'est essayer de dézinguer complètement le modèle, voir s'il tient la route, donc il est attaqué. Et le modèle qui survit absolument toutes ces attaques, on lui donne le nom de théorie. Donc c'est pour ça qu'il y a la théorie de la gravitation. Dans le contexte de la mécanique classique, eh bien, c'est devenu une théorie parce que c'est la construction mathématique qui fonctionne le mieux. La théorie de l'électromagnétisme, tout cet ensemble de théories-là. Et donc une théorie, dans le domaine de la physique des particules, c'est en fait je vais employer le mot modèle aussi, même si c'est un peu plus fort que modèle, mais qui est censé expliquer les observations, faire des prédictions qui vont être utilisées par les expérimentateurs pour analyser leurs données, voire même à partir des données mesurées par les expérimentateurs, remettre en cause les modèles des physiciens théoriciens pour qu'ils, par approximations successives, corrigent et se rapprochent un peu plus du fonctionnement que l'on comprend de la nature. Donc un physicien théoricien, il veut fabriquer un modèle pour décrire par exemple une réaction nucléaire ou entre physique des particules. Donc il connaît les ingrédients, il connaît les lois, et avec ça il a un modèle. Dans le contexte de la physique des particules, souvent c'est ce qu'on appelle des Lagrangiens, c'est la mécanique analytique avec des champs en fait. Et avec ça, on peut faire des calculs prédictifs de section efficace, de durée de vie, etc. L'idée, c'est de trouver le meilleur modèle. Alors il y a des théories fondamentales qui existent. La QCD, par exemple, c'est la théorie de l'interaction forte. C'est la théorie qui, pour l'instant, fonctionne le mieux. Il y a d'autres théories pareilles. Et puis parfois, ces théories ne sont pas très applicables sur le papier parce que les calculs sont non perturbatifs. On ne peut pas faire des approximations qui simplifient l'utilisation de ces formules. Donc parfois, on utilise d'autres modèles plus simples, moins rigoureux au sens qu'ils ont un champ d'application qui est un peu plus restreint, mais qui permettent tout à fait de se confronter avec la nature et les expériences. Donc là aussi, je manipule un peu ce genre de modélisation-là. Et du coup, on utilise la théorie, en tout cas les modèles théoriques, plus dans l'idée de vérifier une expérience, ou plutôt l'expérience vérifie le modèle. En fait, il y a constamment un aller-retour entre lorsque j'ai dit tout à l'heure qu'un modèle s'appuie sur une expérience pour être créé, puis après il est attaqué justement par d'autres expériences pour être démoli et pouvoir enfin être élevé à l'échelle de la théorie. Pour découvrir des nouvelles choses, le juge ultime, c'est la nature en fait. C'est s'il faut faire l'expérience pour découvrir quelque chose. Et certains résultats expérimentaux
peuvent remettre en cause certaines idées des théories, et donc on revient sur le tableau noir et on continue. Cet aller-retour est important. Alors, il y a une petite modification à ce que je viens de dire, c'est que depuis, je crois que c'est lorsque le... Il me semble que c'est lorsque le neutron a été envisagé. Enfin, historiquement, tout ce qui a été découvert à partir d'expériences. Et puis c'est au début du siècle dernier, enfin dans la première partie du siècle dernier, des théories ont commencé à prédire des choses qui n'avaient pas été observées expérimentalement. Et ces choses-là, après, ont été observées expérimentalement. Donc ça, il y a une sorte de renversement dans le fonctionnement de la science, en fait, c'est-à-dire qu'on s'est mis à prédire des choses avant de les avoir vues, et on les a vues. L'exemple un peu récent de ça, c'est le boson de Higgs qui a été détecté alors qu'il avait été prévu, intuité, utilisé depuis plusieurs décennies. Et du coup, on a encore des théories qui naissent comme ça, sans expérience encore faite sur le sujet, ou en tout cas sur ce point-là. En physique des particules, il y a ce qu'on appelle le modèle standard. C'est le modèle le plus utilisé qui permet de décrire, on va dire à peu près les 3 interactions fondamentales. La gravitation n'entre pas dans cette construction-là. Dans le cadre de ce modèle standard, il y a des choses qu'on a observées et on sait qu'ils n'entrent pas dans le modèle standard. Les neutrinos, par exemple, ce sont des particules qui ont des propriétés assez particulières. Dans le contexte du modèle standard, on porte par exemple un exemple de problème. Dans le contexte du modèle standard, ces particules sont sans masse. Et ça contredit certaines observations expérimentales qui, pour les interpréter physiquement, ont besoin de masse. Donc il y a comme ça des déviations à ce modèle standard, et l'idée, c'est éventuellement d'essayer d'approcher une théorie un peu plus générale, un peu plus globale, qui prenne ça en compte. On parle de matière noire aussi. Donc pareil, cette matière noire, qu'est-ce que c'est ? Si c'est vraiment de la matière, c'est pas de la matière standard. Donc voilà, il y a des choses encore à repenser, qui principalement, là, ce que je viens de dire, c'est une observation expérimentale qui est encore moteur d'une réflexion sur la théorie, en fait. Mais du coup, vous nous avez dit que maintenant, la théorie pouvait nous amener à découvrir, entre guillemets, en avance des faits expérimentaux. Est-ce que le fait de se fier à cette théorie-là, ça va pas venir biaiser nos observations ? Est-ce qu'on va pas vouloir chercher à tout prix un résultat théorique dans une expérience ? C'est effectivement un des problèmes potentiels. Il y a des théories récentes, pas forcément très très récentes non plus, mais qui justement sont mathématiquement très très belles, mais du point de vue physique ne prédisent pas forcément des choses observables, par exemple. À partir du moment où on ne peut pas tester une théorie, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a à voir avec la physique ou pas ? On peut se poser la question. Et il y a des théories, par exemple ce qu'on appelle la théorie des cordes. À ma connaissance, de façon générale, il n'y a pas de prédiction qui puisse être testée expérimentalement, et donc a posteriori peuvent justifier le formalisme, même si en tant que tel, c'est une construction qui est assez remarquable. L'aller-retour avec l'expérience est fondamental. Le problème que tu suggères, effectivement, ça peut être un biais. C'est-à-dire qu'on a construit une théorie, on est content, et on veut la tester, et donc on se met... Alors l'idée quand même, c'est de chercher dans le régime de prédiction pour voir si ça existe ou pas. Mais le problème, c'est que ça interdit automatiquement d'aller chercher ailleurs, puisqu'on est focalisé sur ces prédictions-là, et donc voilà. Faire de la recherche, quelquefois, c'est aussi sortir de l'ornière. Et donc là, avec ça, on est quand même dans une ornière, celle de la prédiction théorique. Il faut savoir un petit peu en sortir aussi. Oui, donc la théorie ne se suffit pas à elle-même, et il faut vraiment l'expérience, finalement tout ce qu'on a depuis le début, que la recherche s'induit à toute la recherche en entier, tous les chercheurs, soit expérimentaux ou théoriques. Et du coup, dans votre cas, vous êtes plus sur la physique des particules. Et rapidement, quelle théorie, sur quel domaine de la physique des particules vous travaillez Alors moi, je travaille sur l'interaction forte et sur ce qu'on appelle la physique des saveurs lourdes. Il y a 2 types de matières dans la nature. Il y a ce qu'on appelle des bosons et des fermions. C'est une classification de toutes les particules qui peuvent exister.
Ce qui permet de distinguer les deux, c'est ce qu'on appelle le spin. Le spin, c'est une quantité purement quantique. Il n'y a pas d'analogue en mécanique classique. C'est une sorte de nombre qui fait partie de la carte d'identité de n'importe quel objet, en fait. Les fermions, leur spin est demi-entier et les bosons, leur spin est entier. Et dans la nature, toute la matière est constituée de fermions. Et tout ce qui permet d'interagir, ce sont des bosons, en fait. Donc, voilà les deux classes. Et l'interaction forte, c'est une des forces fondamentales qui permet à des fermions d'interagir, et le plus fortement, puisque c'est le nom d'interaction forte. Historiquement, c'est intervenu pour expliquer la stabilité des noyaux. Dans un noyau, il y a des neutrons, des protons. Les neutrons, comme leur nom l'indique, sont neutres. Les protons, ils sont chargés positivement, et on sait que quand on met des charges positives proches l'une des autres, elles se repoussent du point de vue électrostatique. Donc, si c'était le cas, les noyaux de toutes les molécules, tous les atomes ne seraient complètement instables du point de vue électrostatique. Donc, ça veut dire qu'il doit y avoir une force qui doit être capable de contrebalancer cette répulsion électrostatique. Cette force, elle doit être aussi à courte portée, parce que si elle était à longue portée, tous les atomes se colleraient les uns aux autres et on ne pourrait pas se parler à 2 mètres. Et donc l'interaction forte, c'est cette interaction entre fermions qui est attractive et qui est plus forte que l'interaction électromagnétique. Et donc moi, je travaille là-dessus sur les prédictions de la théorie de l'interaction forte qui s'appelle la chromodynamique quantique. Donc c'est une théorie quantique des champs, ça c'est des mots qui font peur en général. Donc théorie, on essaie d'expliquer un peu, quantique, parce que ça a à voir avec le monde quantique. Il y a aussi de la relativité restreinte dans ce formalisme-là. Et de champ, pourquoi ? Parce que les ingrédients, les objets, les degrés de liberté sont des objets qui dépendent du point et du temps. Et ça, en physique, quand on a une coordonnée spatiale et un temps, on associe quelque chose, on fabrique un champ. Voilà, donc il y a un champ pour tous les fermions, il y a un champ pour tous les bosons, et puis tout ça, c'est relié entre eux avec des contraintes principalement de symétrie. Avec ça, on peut prédire des choses. Donc ça, c'est interaction forte, et j'ai évoqué donc la saveur lourde. Alors, je parlais de fermions parce que dans la matière, il y a des fermions. Les fermions qui m'intéressent s'appellent des quarks. Les quarks peuvent s'assembler pour fabriquer ce qu'on appelle des baryons ou des mésons. Et on a détecté 6 types de quarks. La différence, c'est leur masse. Alors, c'est pas uniquement la différence, mais dans ce qui m'intéresse, pour évoquer ce que je fais, c'est la masse de ces objets-là. Et donc, les saveurs lourdes, ça veut dire qu'on manipule des quarks parmi les plus lourds possibles. Et la saveur, c'est un nombre quantique qui permet de distinguer les 6 quarks entre eux. Donc, leur saveur, c'est le nom. Il y en a qui s'appellent le quark up, down, top, bottom, charm, strange. Voilà, j'ai donné les 6 saveurs. Et donc moi, je travaille sur des mésons ou des baryons constitués de quarks lourds de type B. Et comme ils sont lourds, ils peuvent se désintégrer. Ils ont un domaine, une facilité de désintégration en plein de canaux différents. Et justement, tous ces canaux sont gérés par des interactions, des modèles, des théories. Et ça permet comme ça de tester toutes ces choses-là. Et du coup, moi, il y a une question on a déjà posée à d'autres chercheurs ici, et je trouve que c'est une question que j'ai vraiment envie de vous poser. On entend quantique, qui est un mot utilisé à tort et à travers par des gens qui le connaissent plus ou moins le mot. On a eu la vision d'un expérimentaliste sur qu'est-ce que c'est que la quantique, et ce serait bien d'avoir la vision d'un théoricien sur qu'est-ce que c'est que la quantique, pour avoir une bonne vision de chercheur finalement de qu'est-ce que veut dire ce mot, qu'est-ce que c'est que le monde quantique, qu'est-ce que c'est que le monde de cette recherche-là. Ça, c'est une question compliquée et un peu vicieuse aussi. Le monde quantique, on n'a pas directement accès à ce monde-là. Il y a des traces de ce qui se passe dans le monde quantique à notre échelle. Par exemple, tout ce qui est spectre doré des atomes, c'est une manifestation un peu à notre échelle d'un phénomène purement quantique. Je pense aussi à la supraconductivité. La supraconductivité, c'est aussi une manifestation à notre échelle de quelque chose qui est purement quantique. Donc c'est vraiment un phénomène auquel on n'a pas accès directement, qui se produit quand on arrive à des échelles très, très, très petites, échelle spatiale, échelle temporelle aussi. Quand on arrive à ces échelles-là, la nature se comporte de façon pas du tout intuitive, ou du moins pas de façon
standard de notre point de vue. Je dis ça parce que toutes ces choses-là paraissent un peu paradoxales, mais à mon avis, c'est parce que notre éducation, notre formation, notre façon d'appréhender le monde par nos sens n'a rien à voir avec la mécanique quantique, justement. Tout ce qui se passe à cette échelle-là, c'est quelque chose qui peut paraître surprenant, paradoxal. Et à mon avis, c'est pour ça que ce mot quantique est utilisé à plein de sauces, parce que chaque fois qu'il y a un truc bizarre, on peut dire « ah ben c'est quantique ». À ces échelles-là, il se passe des choses différentes déjà. Dans l'acception standard de la mécanique quantique, les objets sont décrits par des structures mathématiques, on appelle ça des fonctions d'onde en fait. Ces fonctions d'onde sont reliées à la notion de probabilité. On ne peut pas dire en mécanique quantique, par exemple, qu'un objet se trouve à tel endroit avec précision. Non, il est à tel endroit avec telle probabilité. Ce qui est intéressant, donc, c'est de connaître ces probabilités-là. Il y a des équations qui permettent de découvrir l'évolution de ces propriétés-là. D'ailleurs, ces équations sont déterministes, ne sont pas probabilistes. Donc déjà, quand on mélange les deux, ça commence un peu à triturer les neurones. Et après, on s'aperçoit que lorsqu'on regarde le comportement de ces objets-là, il se passe plein de choses bizarres. Donc les choses bizarres, qu'est-ce qu'il y a? Il y a dans ce qu'on entend parler souvent, c'est le fameux chat de Schrödinger, qui permet d'essayer de faire comprendre l'importance de l'observation en mécanique quantique. C'est-à-dire que le fait d'observer un système en mécanique quantique perturbe le système et le change en fait. Alors que en classique, je regarde un mur, le mur il n'est absolument pas perturbé par le fait que je le regarde. Donc il y a ce genre de choses. Le fait aussi, par exemple, l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est la capacité qu'aurait un objet de se trouver à un autre endroit, entre guillemets, alors qu'en mécanique classique, il ne pourrait pas là. Ce qu'on pourrait dire comme image, c'est un mur avec quelqu'un qui lance un ballon de foot sur le mur. Forcément, s'il le lance sur le mur, le ballon va rebondir, et s'il le lance au-dessus du mur, le ballon va passer de l'autre côté. Et dans le monde quantique, ça c'est pas aussi sûr que ça. Dans le monde quantique, si le ballon arrive sur le mur, il y aurait une probabilité non nulle qu'il se retrouve de l'autre côté. Tout comme si on envoyait le ballon au-dessus du mur, il y a une probabilité non nulle qu'il nous le revienne dans la figure. Donc voilà des effets qui sont surprenants. Quand on en parle aux gens, c'est déstabilisant en fait. Pour le physicien, ça a mis du temps à percoler, mais je pense qu'on comprend de mieux en mieux la mécanique quantique. C'est une théorie qui n'est pas encore finie, elle est toujours en construction, elle est toujours en élaboration. Il y a plein de phénomènes nouveaux, variables cachées, tout un tas de trucs derrière qui sont encore activement sous étude. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que la physique, c'est pas quelque chose de fini. La science qu'on apprend quand on est étudiant, 20 ans après, si ça se trouve, elle a changé. Et ça, c'est bien. La physique, en fait, une science un peu mouvante, on pourrait dire. Bon, comme toutes les sciences en général. Souvent, c'est ce qui les fait bouger, c'est le fait que, historiquement, on observait avec nos yeux, nos oreilles. Donc on voyait ce qu'on voit tout de suite. Et puis après, la technologie est arrivée, on a inventé des lentilles, on a assemblé des lentilles, donc ça fait des microscopes, ça fait des télescopes, on a pu voir plus loin, on a pu voir plus près, et on s'est aperçu que finalement il y a d'autres choses. Et donc en affinant les dispositifs qui permettent les capteurs en général en fait, en affinant ça, on arrive à voir le monde à des échelles différentes, à des distances différentes, donc on a accès à d'autres types d'objets, d'autres types de phénomènes. Pas uniquement en physique, par exemple en biologie, quand on a découvert les bactéries, les virus, etc., ça a été aussi une petite révolution. Donc c'est normal, c'est toujours pareil, c'est souvent l'observation qui est moteur d'un changement de paradigme ou changement de réflexion. C'est quand même, moi je trouve ça un peu passionnant de voir cette évolution-là. D'ailleurs, on vient de parler de paradigme, qui est un mot, je pense, qui en science est assez important pour le chercheur. Et est-ce que, en tant que chercheur, même globalement pour la physique, il y a une peur de rester coincé dans un paradigme et du coup ne pas pouvoir voir au-delà de qu'est-ce qu'il pourrait y avoir sur un autre paradigme, une autre façon de voir la physique? Je peux pas répondre de façon complètement certaine à cette question-là. Quand on change de paradigme, ça veut dire que le chercheur il est en train de réfléchir un peu à la fondation de la théorie qu'il est en train d'utiliser, et donc il réfléchit à ça.
Il y a des chercheurs qui travaillent avec des théories. Leur but n'est pas forcément de réfléchir d'où vient leur théorie, qu'est-ce qu'il y a derrière, mais c'est d'étudier ces théories-là et de voir quelles sont leurs conséquences, leurs implications. Et donc là, il n'y a pas besoin de changer de paradigme, c'est juste on teste la théorie à fond et on regarde ce que ça prédit, on regarde l'expérience qu'elle nous dit sur ce qu'on vient de prédire et avec cet aller-retour, on converge vers quelque chose. Donc effectivement, les changements de paradigme, historiquement, c'est... qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Justement, quand la mécanique quantique est apparue, ça a été un changement de paradigme. Ça nous a obligés à repenser complètement notre vision de la nature, en fait. Et là encore, c'est à la base des observations expérimentales qui ne pouvaient pas être expliquées dans le contexte de la physique à l'époque, avec les modèles et les théories de l'époque. Donc moi, je répondrais cette idée-là, c'est-à-dire que pour être certain qu'on change de paradigme, il faut réfléchir en fait d'où vient la théorie que j'utilise et est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de la présenter ? Est-ce qu'il n'y a pas deux théories qui semblent disjointes ? Est-ce qu'il n'y a pas une façon d'aborder avec un autre point de vue pour les assembler en un seul objet qui permettrait simultanément de prendre en compte tous les phénomènes ? Les physiciens qui travaillent à ce genre de réflexion-là, oui, là, ils peuvent automatiquement engendrer des changements de paradigme. Tous les physiciens théoriciens ne travaillent pas avec cet objectif-là. En fait. Bien sûr. Je vois qu'on commence à approcher de la fin de l'épisode. Pour finir, une dernière question. Quel titre donneriez-vous à cet épisode ? On a parlé de plein de choses, pas uniquement de physique des particules, donc... C'est pour mettre le titre sur le... Exactement. Exactement. C'est ça. À chaque fois, on pose la même question. On a eu des noms plus ou moins drôles, certains construits, certains inventifs, je dirais. Et on les a tous appréciés jusque-là. C'était tous très très drôles à avoir. Je sais pas, la science dans tous ses états, parce qu'on a parlé de plein de points de vue, de plein de choses différentes. Peut-être pas de façon claire, mais bon... En 25 minutes, il faudrait des heures complètes pour pouvoir parler de physique correctement. Surtout que je pense qu'ici, on adore tous ça. Donc, on pourrait en parler longtemps. Ce qui est difficile, à mon avis, c'est d'avoir un point de vue général là-dessus. C'est de plus en plus compliqué. À mon avis, les grands chercheurs qui ont vraiment fait les changements de paradigme, ils avaient une culture horizontale en physique absolument démente. Et non pas très très pointue uniquement dans leur domaine spécifique. En tout cas, on a un super titre, on a passé un super moment, enfin en tout cas pour moi. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. J'espère que c'est aussi le cas pour nos auditeurs qui ne nous voient pas du coup. Mais merci encore à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis sur cet épisode. Merci à vous encore une fois. Je radote peut-être un peu. Et le message de la fin. T'as quelque chose encore à dire ou... Je peux parler ou... Vas-y, je t'en prie. Voilà, je te laisse. Du coup, je voulais dire, n'oubliez pas, rejoignez-nous, soyez toujours plus nombreux avec nous. Et le petit mot de la fin pour Monsieur Morenas. Je vous remercie de m'avoir donné la chance de faire ce podcast. C'est toujours intéressant de parler dans un autre contexte de physique et c'est important aussi pour notre métier de pouvoir échanger des choses en dehors d'un contexte un petit peu plus formel et d'aller vers les gens et d'expliquer ce qu'on fait en fait, parce que c'est... À mon avis, dans le monde actuel, il faut vraiment une culture scientifique basique et une façon de raisonner pour un peu lutter contre tout ce qui se passe et tout l'afflux d'informations qu'on a de façon complètement anarchique, on va dire. Je suis entièrement d'accord avec vous et je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé ce temps-là. Et sur ce, à bientôt.